Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ? Eh bien, je n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler ? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir ? Je m'appelle Laura et je vais à la rencontre d'êtres humains pour leur poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Pour ce 13e épisode, je reçois Faustine et Mélanie pour un épisode à 2 voix et même parfois 3 ou 4. Elles vont vous parler de famille, de coming out, de mariage, d'adoption et de procréation médicalement assistée. Parce que oui, Faustine et Mélanie sont mariées et que le 3 décembre 2019, Romy est arrivée dans leur vie. Enfin, cet épisode a été possible grâce aux dons Tipeee de Jerry B, Marine, Roxane, Johanna, Nélia, Atinaïs et Alexandra. Merci infiniment et bonne écoute. Tu penses qu'on va entendre ses pères au micro ? Ça fera un peu d'ambiance sonore. Oui. Donc moi c'est Faustine. Je viens d'avoir 33 ans. Et j'habite à Nantes et je suis une vraie Nantaise, que je suis née à Nantes. Et j'y ai toujours vécu, même si je suis partie de temps en temps un peu, mais j'y suis toujours revenue. Je suis commerciale et je suis en couple avec une femme depuis 6 ans et mariée depuis bientôt 3 ans avec elle. Et avant, moi j'étais avec un homme pendant... Ouais. Ah bon ? Je suis restée 11 ans avec qui je suis toujours amie. Même Mélanie est devenue aussi amie avec lui. Voilà. Et donc j'ai 2 sœurs et mes parents qui vivent à une demi-heure d'ici. J'ai un côté très famille, très proche de ma famille. Ce qui est peut-être un peu moins le cas de Mélanie. Et donc moi c'est Mélanie, femme de Faustine. C'est ce qui me caractérise le mieux. Moi, je viens dans une petite ville qui s'appelle Vieux-Condé, à côté de Lille et Valenciennes. Je suis agent de recherche privé. Et avant, j'étais animatrice au Club Med. Et je travaillais dans les campings, dans les clubs de vacances. Et j'ai travaillé dans un camping à Saint-Brévin-les-Pins. C'est là où j'ai rencontré Faustine, donc il y a 6 ans. Oui, On s'est rencontrés au camping où j'étais animatrice. Pour expliquer la rencontre, moi je venais parce qu'en fait le collègue de Mélanie avec qui elle bossait au camping, moi c'était un ami. Et du coup, moi je venais le voir au camping avec des amis. Et mon ex. Moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Et du coup, avec Romain, ouais, je lui ai demandé pendant longtemps et lui, il voulait pas. Parce que lui vivait à Paris. Et moi, à Nantes, on vivait à distance. Donc du coup, on se retrouvait que le week-end. Et puis en fait, finalement, aujourd'hui, heureusement qu'il disait non. Parce qu'en fait, il a fini par dire oui. Il se sentait prêt, lui aussi. Puis en fait, quand il m'a dit ça, 3 mois plus tard, j'ai rencontré Mélanie. Donc heureusement en fait que finalement Romain a retardé les chances, tu vois, d'avoir un enfant. Ouais. Parce que du coup, j'ai rencontré Mélanie et puis évidemment, on s'est séparés. Ouais. Et depuis, on ne s'est plus quittés. Et j'ai emménagé à Nantes. Direct. Ça faisait 1 mois qu'on se connaissait, je pense. Toi, tu as cette capacité de pouvoir vivre assez loin de ta famille, heureusement. Moi, je n'ai pas cette capacité. Moi, je suis proche, mais pas de la même façon. Et nous, on fait plus de câlins, tu vois, avec maman. Et ouais. Bon, papa, pas trop, mais si, mais avec maman, on dit très bisous, câlins. Vous dites je t'aime, ma chérie. Moi, ma mère et moi, ouais. Elle a dû me dire une fois je t'aime, de toute l'histoire téléphone. de ma vie, quand j'ai eu 30 ans, sur Facebook, avec une publication avec ma photo, je t'aime, ma fille. Et ça t'a donné énormément de... Ben oui, c'est vrai. Mais sinon, oui, on est très discret. Et on a eu plutôt une éducation stricte avec ma sœur. Plus relâche ma mère, parce que bon, elle était toute seule, comme mon père travaillait tôt le matin et rentrait tard le soir. Donc du coup, on en profitait un peu avec ma sœur. Mais bon, après, quand mon père rentrait, c'était une autre paire de manches qu'on se faisait engueuler. Mais non, sinon, oui, strict, je veux dire, on n'est pas sortis à 15 ans, on ne sortait pas toute seule. Elle ne disait pas, prenez le bus et partez en ville faire 30 minutes de route toute seule, même à 15 ans. Hein. On allait juste au collège, au lycée, et, on rentrait chez nous à 20h pour manger en famille. Et, vraiment, quand j'ai dû commencer à sortir chez les voisines, vraiment proches, je devais avoir 16 ans, quoi, mais je dormais chez elle alors qu'elle vivait à 2 maisons de chez moi, quoi. Du coup, on criait un peu, oh, on peut jamais sortir, les copines sortent.
Non, mais moi, c'est vrai qu'à 15 ans, je sortais, mais ça me paraissait pas Donc toi, choquant c'était à l'inverse, l'époque. toi, par contre. T'avais scooter, t'allais chez les copains. Ouais. T'as fait Ouais, puis ton premier Malibu à 15 ans. Et j'ai le souvenir d'une enfance vraiment heureuse. Enfin, mes parents ont toujours aimé voyager, donc on voyageait, pas forcément très loin. On allait souvent en Espagne, mais du coup, ils avaient beaucoup d'amis qui avaient des enfants, et du coup, on partait avec leur couple d'amis et les enfants. Donc, je me souviens qu'on louait des maisons l'été. Et voilà, on était 7-8 enfants à 2-3 ans d'écart, quoi. Et du coup, c'était génial parce qu'au contraire, c'était la liberté pendant les vacances. J'ai 2 sœurs, je me souviens m'être toujours amusée avec mes sœurs. Après, j'ai l'avantage d'être la dernière de la famille, donc je sais, ça se voit que mes parents n'ont pas du tout été stricts avec moi, mais alors pas du tout. Et Émilie, ma sœur aînée, ils ont une éducation très stricte avec elle. Aurore qui est au milieu, elle, en plus, elle a eu un caractère où elle n'a jamais posé de soucis, donc en fait, il n'y a jamais eu à la reprendre. Donc en fait, ça allait tout seul, Aurore. Et moi, au contraire, du coup, j'en ai profité parce qu'il y avait... J'ai fait pas mal de bêtises de mon âge, quoi. J'ai fait des bêtises d'enfant, j'ai fait des bêtises d'adolescente, des trucs pas graves, hein, jamais trop graves, mais en tout cas, j'en ai profité. Et à 15 ans, je sortais, à 16 ans, j'ai fait le mur alors que j'avais le droit de sortir, mais que j'ai dû me faire punir une fois, j'ai pas le droit de sortir, donc j'ai fait le mur. Enfin, pas strict, du coup. Puis alors, c'est vrai que j'avais du coup une maman qui... Maman m'a pas mal caché... auprès de papa de tout ce que je faisais. Donc il a appris il n'y a pas longtemps réellement tout ce qu'il a... Ouais, qu'au BTS, j'avais été collée pendant une semaine. Enfin, ce genre de truc, il l'a appris plus tard. Donc forcément, il y a prescription après. Mais j'ai très très bons souvenirs de mon enfance. Et au contraire, oui, très câlin, des bisous tout le temps. Enfin oui, j'ai le souvenir de ça, des voyages, ouais, on partait au ski, on partait dans le sud ou en Espagne, ça, je me souviens toujours de ça. Je me souviens des trajets en voiture avec mes sœurs à l'arrière, quoi, tu sais, où tu t'embêtes, donc t'embêtes ta sœur, parce qu'il ne faut pas t'ennuyer toute seule. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, je me souviens aussi que tous les dimanches midi, quand on commençait à sortir, ma mère nous avait toujours dit, vous avez le droit de sortir, vous rentrez à l'heure que vous voulez. Mais par contre, le dimanche midi, à midi, vous êtes à table avec nous, et ça, c'est quelque chose, vous n'aurez jamais le droit de rater ça. Voilà, donc bon, t'avais peut-être dormi que 3-4 heures, mais en tout cas... Voilà, fallait être présent le dimanche midi. Et on l'était, hein. En plus, elle fait bien manger, ta mère. Et c'est une très bonne cuisinière, donc du coup, c'est vrai que oui. Parce que même moi, maintenant, j'y vais le dimanche midi. Oui. Je ne rate pas ça. J'ai su très vite que j'étais plus attirée par les filles, que j'ai eu des petites relations par-ci par-là avec des garçons, mais que... T'as rapidement su... Que c'était les filles. Et mon premier coup de cœur, oui, je pense que c'était à l'âge de 15 ans, année 2000, chez ma tante dans le sud, où j'ai eu le petit coup de cœur pour la voisine, la petite voisine de ma tante, qui était réciproque. Et du coup, oui, un peu effrayée Bon, c'est normal. de bien d'être attirée par elle alors que t'as 15 ans. Et quand elle t'écrit une adolescence. petite lettre, du coup, tu la dénigres en disant « pas du tout, j'ai un copain, qu'est-ce que tu me fais là, n'importe quoi ?» Ouais, c'est vrai, ouais. Qui d'ailleurs, j'ai appris par la suite, qui elle aussi était en couple avec une fille. Et maintenant, elle a eu un enfant avec un garçon. Après, ça a été assez brutal, moi, de mon côté. Parce que du coup, j'étais en couple avec Romain depuis 11 ans. Du coup, tout se passait bien je veux dire, avec mes parents. Enfin, voilà, quand ça fait 11 ans. Et bon, du coup, ça a été assez brutal. Aussi au niveau des amis, quoi. Parce qu'on avait le même groupe d'amis. Qu'en fait, mes parents, rapidement, je leur ai dit. Ce qui s'est passé, c'est que... On s'est rencontrés, on a eu un vrai coup de foudre, donc on était toutes les deux en couple, on s'est tout de suite dit, bon, faut qu'on se revoie, on s'est revus. Et puis là, on s'est dit, bon, de toute façon, il va falloir prendre une décision, donc on s'est laissé un peu de temps. Je parle de 2-3 jours, hein, au bout de 2-3 jours, on avait dit, bon, on va se mettre ensemble, quoi. Du coup, on a toutes les deux quitté les personnes avec qui on était. Je l'ai dit au bout de, je sais pas, tu te souviens? Une semaine, 2 semaines à mes parents. Après, parce qu'en fait, je leur ai expliqué que je quittais Romain, mais en fait, il n'y avait pas réellement d'explication. Je leur ai dit comme ça, je voulais pas tout de suite leur dire que j'étais avec une fille, mais du coup, ils comprenaient pas, ce qui est assez normal. Enfin, pour eux, ils voyaient que tout allait bien. Et donc, en fait, après, je suis retournée leur expliquer que si j'avais quitté Romain, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un et que c'était une fille. Ma mère, elle l'a pas très très bien pris. Mon père, le fait que ce soit une fille, ça, c'est pas ce qu'il a...
C'est pas ce qui l'a plus choqué, c'était d'avoir cette capacité de rester avec 11 ans et puis tout arrêter d'un coup. Je pense que ça, ils avaient du mal à comprendre. Et du coup, ils se sont laissés 1 an pour voir si c'était c'était une passade, si c'est, en fait, vu que ça me passait pas, du coup, au bout d'1 an, ils ont dit, bah oui, on voudrait bien rencontrer Mélanie, et voilà. Et après, ça s'est fait très, très naturellement, et en fait, une fois qu'eux se sont laissé le temps aussi de l'accepter, une fois que c'était accepté, il y avait plus de soucis. Puis maintenant, oui, on voit bien que même Mélanie adore aller chez mes parents, et mes parents adorent Mélanie, rapidement, ça c'est... Tout s'est décanté, quoi. Il n'y a plus de tabou, parce qu'il y avait pendant 1 an, il y avait un peu un sujet tabou, quoi. C'était Mélanie. Et puis, du côté de mes sœurs, j'ai une sœur avec qui ça a peut-être été un peu plus compliqué, ma sœur aînée, qui a le rôle aussi d'aînée, donc qui était aussi soucieuse pour moi. Et puis, ma sœur cadette. Ma sœur cadette, vu que je la vois plus souvent parce qu'elle vit sur Nantes, alors plus rapidement, en fait, elle a rencontré Mélanie, et puis elles se sont tout de suite entendues, ouais. Moi, c'est même pas moi qui l'ai vraiment annoncé, c'est un peu ma sœur et ma tante, parce que j'allais chez ma copine de l'époque, j'étais dans le train, et en fait je reçois un message de ma tante, oui, bah t'es où? Du coup, je lui raconte, je veux partir voir Perrine à l'époque, et elle dit, ta sœur, elle est chez ta mère, et elle lui a dit que t'étais avec une fille. Je suis ok, super. Et du coup, ma mère l'a très très mal pris. C'est parti en crise totale. On ne s'est plus parlé pendant des mois. Donc mes copines, je ne leur ai pas trop présenté. J'en ai présenté 1 ou 2. Il y en a une qu'elle appréciait. Sinon, après les autres, je ne lui présentais pas. Ou alors, elle ne les aimait pas trop, elle ne voulait pas les croiser. Et Faustine, non, c'est la première vraiment où ma mère a tout de suite accepté. Oui, c'est étonnant. Ouais. En fait, quand j'ai dit je pars habiter à Nantes, alors ça faisait 2 semaines, 3 semaines qu'on se connaissait, directement ils l'ont bien pris. Oui, c'est vrai que oui, rapidement. Ouais. Enfin, Mes mais parents moi, je me suis t'adorent tout de aussi, suite sentie accueillie. Parce que je les ai rencontrés en octobre, je me souviens, la première fois. Et c'est vrai que tout de suite, oui, tout de suite accueillie. Et il n'y a pas eu de souci là-dessus. Sinon, dans la famille, oui, mais mon grand-père, ma mamie. Ouais, non. J'ai jamais rien dit. Mes tantes non plus. Ma sœur avait un peu mal pris le jour J quand elle l'a appris. Mais c'est normal, c'est brutal pour tout le monde en fait. Comme moi, juste dans ce genre de moment, il faut laisser le temps, faut pas espérer que tout le monde accepte tout de suite en fait. Ça... Nous, on le sait depuis longtemps intimement. Toi, tu l'as su à ton adolescence. Moi, je me le cachais un peu et à l'aube de mes 30 ans que je m'en suis rendu compte. Mais pour l'entourage, quand tu montres aucun signe, c'est vrai que ça peut... faut juste laisser le temps. Mon père, ça va, il est plutôt cool. Il suit un peu ma mère. Mais non, il est cool. Il l'a plutôt bien pris. Après, mon père est très discret. On n'est pas en train de parler, de se faire des sérénades pendant des heures et des heures, tu vois. Par exemple, mon père, j'ai plus de nouvelles de ma mère. Mon père, des fois, on se fait 6 mois sans se voir, même sans s'envoyer un texto, tu vois. Et quand on se voit, c'est des franches rigolades, on rigole, on se parle, se raconter des blagues, terminer les soirées ensemble, tu vois. Mais des fois, des 3-4 mois sans se voir, sans se donner de nouvelles, et puis on se revoit après... avec la petite, c'est très heureux de devenir papy-mamie. On s'est rencontrés en 2014. Ouais. Oui. 2014, et je t'ai demandé en mariage décembre 2015. Moi, j'étais pas du tout au courant. Enfin, je m'y attendais pas du tout, en fait. C'est Mélanie qui m'a demandé en mariage. Enfin, moi, je sais que pendant 11 ans, avec Romain, j'ai toujours dit à tout mon entourage... Je n'ai pas envie de me marier, je me marierai jamais. J'ai pas envie de me marier. Enfin, après, je m'étais dit, avec une femme, vu que c'est compliqué d'être reconnu en tant que couple avec une femme, enfin, on pense toujours qu'on est... vous êtes coloc, tu te souviens, quand on visitait des appartements, c'est pour une colocation. Enfin, du coup, j'avais un peu plus envie de me marier pour vraiment me sentir... reconnue en tant que couple, tu vois. C'est souvent ça. Ça m'agaçait quand on part quelque part. Tu sais, c'était pas le stéréotype de la lesbienne, entre guillemets, tu sais, cheveux courts, rasés, et que t'es 2 filles, on te demande toujours et du coup, vous payez pour vous payez pour votre amie? Genre, les gens, ils sont étonnés. Ah, vous payez pour toutes les 2, là? Bah oui, en fait, c'est ma meuf, donc oui, je vais payer. Non, puis c'était les... Même le boulanger, les je sandwichs. paye les sandwichs pour tout le monde. Ah bah, sympa, la copine, hein.
De payer pour tout le monde. Ah ouais, ouais. Mais en fait, c'est ma femme, en fait, je paye pour elle. Non, mais oui, Ils ont c'est vrai. toujours besoin de savoir ce qu'on est l'une pour l'autre ou. Non, mais c'est vrai, ouais. Mais ça, ça, le bon dingue, c'est ça. c'est vrai que ça change pas avec le mariage, mais en tout cas, j'avais envie qu'au nom de la société, on soit un couple marié, c'est vrai. Plus qu'avec avec Romain. Ouais. J'ai aucun désir de mariage, ouais. Quand on s'est rencontrés, on a rapidement parlé de ce sujet, tu te souviens, oui. Parce que moi, je savais pas trop, du coup, comment on pouvait avoir un enfant en étant avec une femme. Enfin, je savais que c'était pas autorisé en France, mais du coup, toi, Mélanie, tu t'étais pas mal renseignée. Ouais. Et le projet de base était différent d'ailleurs de ce qu'on a fait finalement, parce que toi, Mélanie, t'as ton meilleur ami Florian, habite à Saint-Malo, qui est en couple avec Charlotte depuis 10 ans. Hein. Et en fait, tu m'avais dit, Florian et Charlotte ont toujours été OK pour m'aider dans mon projet d'enfant. Et du coup, en gros, c'était le donneur, ça aurait été Florian. Et même si Charlotte était d'accord, en fait, parce que c'est important que Florian soit d'accord, mais que sa femme, parce que maintenant ils sont mariés, soit aussi d'accord, je trouvais ça vraiment étonnant et d'une incroyable générosité. Mais après, en y réfléchissant, on s'est dit, est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça peut réveiller le désir de paternité de Florian et qu'après, il demande à s'investir dans l'éducation, ce qu'il aurait le droit, parce qu'en plus, on les voit souvent. Donc du coup, il aurait vu l'enfant régulièrement. Et est-ce que l'enfant, de toute manière, à un moment, peut pas aussi se dire, voilà, c'est peut-être mon donneur, mais moi, je voudrais que ce soit mon père. Enfin voilà, on s'est dit, il y a trop de questions, on n'aurait pas les bonnes réponses. Donc en fait, après, on s'est détourné. Mélanie s'est enseignée, puis elle avait vu qu'en Espagne, il y avait des bonnes cliniques et qu'on pouvait trouver notre bonheur là-bas. Pourquoi je dis bonne clinique? Parce qu'en fait, il y a un truc, moi, qui me faisait peur, c'était d'avoir à choisir justement le donneur. Tous ces critères physiques et d'origine qu'on peut mettre dans un catalogue et où j'aurais été incapable de choisir. Et ça se fait dans d'autres cliniques, je le sais. Alors, je dénigre pas cette méthode-là, mais moi, je suis incapable de choisir. Et là, du coup, ce qui se faisait, c'est que la clinique, elle prenait les photos de nous deux. Et en fait, elle choisissait un donneur qui se rapproche de nos critères physiques. Ça m'allait très bien. Notre premier rendez-vous, il était après notre voyage de noces. On voulait faire notre voyage de noces, l'esprit tranquille, en se lançant pas dans ces démarches que on savait quand même que ça demandait pas mal d'investissement. Et du coup, on a eu un premier rendez-vous fin août 2018. Ouais. Et là, du coup, c'était plus des tests. On avait fait des prises de sang, toutes les deux, ou que moi, je me souviens. Que toi. Que moi? Ouais. Ça, ouais. Que toi, ouais, que moi. Je fais un paquet, par contre. T'es bien fertile. C'est important. Oui, il y avait ça. Il y avait tout ce qui était sur le sang, tout simplement savoir de quel groupe sanguin j'étais. Les maladies rares, non? Oui, maladies rares. On aurait pu faire des examens plus poussés, mais ça coûtait quand même un certain prix on n'avait pas le budget. Je crois qu'on était aux alentours de 1 000 € si vraiment on voulait faire une recherche génétique poussée pour vraiment allier avec le donneur, en fait, pour qu'il n'y ait aucun risque qu'il y ait de maladies rares. C'est très bien, mais finalement, un couple hétéro aujourd'hui ne le fait pas. Enfin, il faudrait que chaque couple hétéro le fasse pour qu'on n'ait aucun risque. Donc on s'est dit que là-dessus, on n'avait pas le budget. Et c'était peut-être un peu poussé. Ouais. Et du coup, après, ça va très vite. C'est qu'après, en fait, ils s'expliquent qu'on va suivre mes cycles de règles, d'ovulation. Et qu'en fait, après, dès lors qu'on revient en France, et on a toutes les ordonnances. Et du coup, j'avais un traitement hormonal, une piqûre tous les jours, pour doper l'ovulation. Et donc, l'ovulation, elle arrive avant les règles. Donc c'est ça, j'ai mes règles. Après, on calcule quand commencer le traitement hormonal. L'insémination, tu arrives dans la clinique, tu règles l'insémination. Je dis ça parce que c'est vrai, en plus, tu dois d'abord payer. Et ensuite, après, on t'emmène signer des papiers comme quoi tu es consciente que tu fais une PMA, etc., que tes données sont confidentielles. Du coup, après, tu dois vérifier que ce sont bien tes informations sur le don de sperme. Sur le petit tube. La petite éprouvette, là. C'est ridicule. Ouais. Et là, une goutte dedans, je fais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est le sperme, Mélanie.
Et c'est ça, ils te donnent les informations du donneur qui sont très sommaires. En fait, c'est juste le groupe sanguin, le nombre de spermatozoïdes qu'il y a dans le don que tu vas recevoir. Et ensuite, après, tu passes en salle, on te prépare et en fait, c'est comme... j'aurais dit presque dans la manipulation, c'est comme un frottis. Tu sens rien, tu vois rien et eux, ils le font... ils font une échographie quand même. Pour voir à peu près... Ça va très vite, ça prend... Parce qu'en fait, ils repèrent un gros follicule et ils mettent... ils font le don de sperme à côté, je suppose, de ce gros follicule pour donner, je sais pas, certainement plus de chance. Voilà. Et après, tu restes un quart d'heure comme ça dans la position, les jambes en l'air, et puis après, tu repars. Donc, en gros, tu restes une demi-heure dans la clinique, 3 quarts d'heure. C'est étonnamment rapide, ouais. Moi, je pensais qu'on allait rester une demi-journée, je sais pas pourquoi, mais... Et non, c'est très rapide, ouais. Et du coup, on a fait rapidement, tu fais le test de grossesse 2 semaines après l'insémination. Donc là, c'était négatif. Après, moi, j'avais les statistiques, ça aurait été vraiment chouette, dès le premier, mais moi, je m'étais pas trop mis d'espoir sur la première insémination. Toi, un peu plus, quand même. T'espérais vraiment, ouais. Bah, pour moi, pas toujours. Moi, c'est lui disait « T'as mal fait pipi sur le truc !» Parce que Mélanie, oui, il faut que ce soit assez rationnel. Il y a une explication. Non, c'est... Pas du tout patiente. Voilà. Que ça soit maintenant. Moi, je me suis dit, bon, voilà, c'était un premier essai, ça n'a pas fonctionné. Moi, c'était plus me dire, il faut retourner, du coup. Recommencer. La première fois, oui, c'est ma mère, d'ailleurs, qui m'a accompagnée à la première insémination. Parce qu'en fait, on te prévient 2 jours avant, faut venir dans 48 heures à la clinique, on va vous inséminer à telle heure, voilà. Donc, tu as 2 jours pour t'organiser. Déjà, les billets sont plus chers d'avion. Voilà. Du coup, Mélanie, tu pouvais pas te... moi, je venais de commencer mon nouveau travail. Ouais. Donc, j'ai pas osé demander tout de suite un jour. Moi, je voulais pas y aller toute seule, et puis maman m'avait dit de toute manière qu'elle m'accompagnerait à chaque fois s'il fallait. Donc, du coup, on a pris des billets d'avion pour maman et moi, hôtel et tout, et on est parti. Voilà. Donc, c'est vrai que t'as 48 heures. Donc, la première fois, tu t'y prépares pas du tout. Et en fait, après, tu comprends comment on calcule les périodes d'ovulation. En fait, après, t'es suivi par ton gynéco qui regarde un peu comment les piqûres d'hormones stimulent ton ovulation. Donc, après, on arrivait à peu près à estimer quand est-ce qu'ils allaient nous appeler. La deuxième fois, on a réussi à anticiper, était venu. On est partis en voiture. Toutes les deux. Et c'était en janvier. Parce qu'après, en fait, en novembre, j'ai fait un kyste aux ovaires. Du coup, on n'a pas pu refaire l'insémination. En décembre, on a emménagé ici. Enfin, il y avait les petits travaux de déco. Du coup, on a dit non, on va pas se faire les 2 en même temps. Le stress, machin. D'avoir la maison. Et du coup, on a repris en janvier. Ouais. Donc en janvier, on est partis toutes les 2. Et c'est là, moi, je me souviens, ça a été dur. Parce que là, ça n'a pas fonctionné. Ouais, là, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Moi, j'y croyais. Et toi, par contre, au contraire, c'est bien, on s'est relayé sur la déception. Et toi, au contraire, tu dis, mais c'est pas grave, on refera une... Enfin, je me suis dit, elle sait vraiment pas faire pipi sur le truc. Du coup, la 3e fois, c'est moi qui est devenu le truc. Et là, ça a fonctionné. C'est grâce à moi, tout ça. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que la 2e fois, ouais, moi, j'étais déçue. Toi, t'as vite rebondi, ouais. Moi, j'étais vraiment déçue. Du coup, c'était un peu plus dur. Et finalement, la 3e fois, on l'a fait en mars, ouais. Du coup, t'es partie avec Flo et Charlotte. Et là, toi, tu pouvais pas venir tu pouvais pas venir... Pas tout de suite, ouais. Je vous ai rejoint le soir à minuit par le premier vol. Ouais. Et c'est Flo et Charlotte, mon ami, mon meilleur pote, qui voulait être donneur à la base, qui ont amené Faustine à Barcelone. Ils sont partis tous les 3 en voiture jusqu'à Barcelone pour pas qu'elle soit seule là-bas. Ouais, incroyablement généreux, toujours. Et Mélanie nous rejoignait le week-end. Et du coup, c'était bien parce qu'on s'est dit, on est parti la semaine, on s'est dit, on va rester posé plus longtemps. Ouais, on va arrêter de faire l'aller-retour, plus posé. Et puis, en fait, j'avoue que là, j'ai pas fait attention. Après, on s'est pris un apéro. Donc, j'ai profité comme si on était en vacances en Espagne. Et bon, je sais pas si c'est ça, hein. Si j'étais plus détendue, j'en sais rien. De toute façon, on le saura pas. Mais effectivement, 2 semaines après, là, c'était positif. Bon, là, Mélanie, elle s'est enflammée tout de suite, parce que Mélanie s'enflamme tout de suite. Mélanie avait déjà envie d'acheter des vêtements. J'ai acheté la balançoire. Bébé et tout. Alors que moi, j'ai dit, non, on va faire étape par étape. Faut attendre la première échographie, on va faire tout ça posément. Ouais. Mais là, effectivement, moi, j'arrivais pas à y croire. Ouais. Toi, direct, t'es partie.
T'es parti dans le projet, ouais. La procréation médicalement assistée, PMA ou AMP, est un ensemble de techniques médicales aidant la procréation. Il existe plusieurs techniques: l'insémination artificielle, la fécondation in vitro ou l'accueil d'embryons. Lors d'une insémination artificielle, la fécondation a lieu à l'intérieur du corps. Généralement, elle est précédée d'un traitement hormonal appelé stimulation ovarienne. L'acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus afin de faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte, appelé ovule après fécondation. L'insémination artificielle est réalisée par un médecin spécialisé en fertilité sans hospitalisation. Lors d'une fécondation in vitro, FIV, la fécondation a lieu en laboratoire et non dans l'utérus. Un spermatozoïde est directement injecté dans l'ovocyte pour former un embryon. L'embryon est ensuite transféré dans l'utérus. Cet acte est réalisé sous anesthésie générale ou locale. Enfin, lors d'un accueil d'embryon, l'embryon de parents donnants et anonymes est transféré dans l'utérus. Cette technique est pratiquée dans les cas de double infertilité ou stérilité et de risque de transmission d'une maladie génétique à l'enfant. Aujourd'hui en France, la PMA est uniquement accessible aux personnes cis, hétéros, en couple et en âge de procréer. Le projet de loi bioéthique, en relecture depuis presque 1 an, devrait élargir l'accès de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Mais il ne faut pas oublier que cette loi exclut toujours les personnes trans du droit d'accès à la PMA et qu'elle n'interdit toujours pas les mutilations et violences commises sur les personnes intersexes. À la base, je voulais porter l'enfant. Et comme les parents de Faustine sont plus âgés que les miens, du coup Faustine m'a dit je préfère porter la première, le bébé. Comme ça permettra à mes parents de me voir enceinte, surtout sa mère, de la voir enceinte. Pour que ce soit la première expérience sur Faustine et comme ça je pouvais un peu observer ce qui se passait. Oui, et là, du coup, on s'était dit ça. Et le deuxième, si le deuxième vient, enfin, tu vois, on n'est pas encore parti sur le deuxième, mais on s'est dit le deuxième sera Mélanie. Et là, du coup, il n'y a plus du tout de relais, là. La Mélanie ne veut plus du tout. J'ai une super grossesse. Honnêtement, j'ai pas été malade. Je suis restée active. On n'a pas arrêté de bouger. Enfin, quand j'étais enceinte, l'été, j'étais à 6 mois et demi de grossesse. On s'est fait des randos. Enfin, vraiment, une super grossesse. Vraiment, ouais. C'est ma période de travail, clairement, hein, tout avant l'accouchement. J'ai eu 36 heures de travail et là par contre, j'ai carrément douillé, ouais. C'est cette phase-là que Mélanie, effectivement, je pense que c'était très dur aussi pour elle psychologiquement parce que t'étais passive, t'avais beau essayer, tu pouvais pas me soulager et en plus, je pense que t'avais peur et tu le montrais pas pour le coup. Parce qu'elle était là vraiment de A à Z. Elle n'est pas allée travailler, quitte à prendre une journée sans solde. Elle voulait rester près de moi, et heureusement, parce que je n'aurais pas pu être toute seule. Et là, ça a été compliqué et très long. En fait, on allait à la maternité, on me disait que j'étais qu'au début du travail. Alors que moi, je galérais, j'avais hyper mal. Donc, on revenait ici, on est retourné 3 fois comme ça. Et à chaque fois, pour me dire non, vous êtes encore au début du travail, donc rentrez chez vous. Voilà, 36 heures comme ça. Et pourtant, tu souffrais, hein, le martyr. Ouais. T'étais en pleurs. Ah, j'étais en pleurs et tout. Ouais. Et en fait, du coup, on savait plus quel était le bon moment pour y aller, en fait. On avait l'impression d'abuser en disant... Moi, je me suis dit, je dois être complètement chochotte, quoi, au niveau de la douleur. Je voulais plus y aller après. Comme je t'ai dit la dernière fois, on y va, on retournera que ce soir. On va me renvoyer, quoi. Non, mais... Et là-dessus, je sais pas, Pourtant, je trouve que, tu vois, notre sage-femme qui nous a suivis pendant toute la grossesse, elle nous a bien prévenus. On a eu des cours d'accouchement et tout. Par contre, voilà, une fois qu'on a été prise en charge, là, on m'a dit, oui, effectivement, vous allez plus bouger. J'ai été dilatée à 6. Donc, en fait, je suis passée de 2 à 6 en 2 heures. En 2 heures, quoi.
Et là, je me souviens, quand on m'a dit ça, on m'a dit, je suis dilatée à 6. Moi, j'étais soulagée. Et même, en plus, ça s'est vu sur mon visage, apparemment. Parce que j'avais un visage de souffrance. Et la sage-femme m'a dit, bah, dis donc, ça vous a détendu. Rien que de savoir, tu sais, que bah, du coup, c'était bon, on me gardait. On allait mettre la péridurale, parce que je voulais une péridurale. Et même Mélanie s'est mise à pleurer. Tu vois, parce que je pense qu'elle s'est dit, c'est bon, on va être prise en charge, c'est pour aujourd'hui. Enfin, tu vois, tout retombe. Et du coup, directement en salle d'accouchement. Et là, on m'a posé la péridurale. Et là, là, en fait, on te dit qu'il faut attendre. Et mais pareil, en plus, vraiment, l'équipe est top et t'explique bien. Et là, du coup, on est arrivé à 13h et j'ai accouché à 22h. Donc, ça a duré 9h, ouais. 9 heures d'attente. Et sur la fin, pourtant, j'ai pas voulu faire la Wonder Woman. Hein. Je mettais la péridurale, mais par contre, j'avais encore mal. Et j'avais mal, en fait, dans le dos. La péri, elle te soulage devant. Et moi, j'avais mal dans le dos parce que Romy, elle était positionnée pour avoir les yeux vers le ciel, quoi, en gros. Ce qui n'est pas la position adéquate, idéale pour accoucher. Et du coup, ses pieds appuyés dans mon dos. Donc, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on me brûlait le dos. Oui. J'avais ultra mal, alors que j'avais la péridurale. Donc là, je me suis dit, ça va pas être possible. Donc en fait, on m'a remis une dose de cheval qui m'a calmée. Et après, c'est revenu. Donc on m'a remis encore une dose de cheval. Et là, vraiment, ça m'a calmée. Et là, après, c'est bon, j'étais prête pour l'accouchement. Après la poussée, c'était tranquille. Hein. Ah, par contre, là, moi, j'étais tranquille. Alors en plus, on était combien dans la salle ? On était 5, 6. Il y avait 5 sages-femmes et nous. Donc voilà, on était quand même pas mal. Donc là, tu te sens quand même bien entourée. Du coup, tu dois pousser à chaque contraction. Et entre chaque contraction, du coup, on discutait. Hein, Mélanie, t'as même réussi à sortir 2-3 petites blagues, comme tu sais faire. Du coup, je me suis avoir même rigolé. Oui. J'ai aidé les sages-femmes à faire la poussée. Tu m'as très bien soutenue, ouais. Non, parce qu'elles ont dit qu'elles n'avaient plus rien à dire, tellement Mélanie, du coup, me soutenait à fond, tu vois, à chaque contraction. Elle était à fond. Et ça a duré une demi-heure. Et normalement, une poussée, ça va pas durer plus d'une demi-heure, sinon ça veut dire que le bébé commence à être un peu en détresse. Et en fait, Romy, elle avait le cordon ombilical autour du cou. Donc du coup, en plus, ça rajoutait un petit peu de stress, enfin pour Mélanie et moi. Et en fait, j'arrivais pas à la sortir. Et en fait, mon périnée retenait. Et du coup, après, t'as un chirurgien qui arrive. Soit tu as le choix de la ventouse, soit l'épisio. Et il arrive avec la perle-cision. J'ai dit le mieux pour le bébé. Ouais. Et du coup, c'était l'épisio. Et direct. Ouais. Mais l'avantage avec la péridurale, c'est que je n'ai absolument rien senti. Et puis là, après, toi, t'es allé regarder Romy faire son premier cri, la nettoyer. Parce que le premier truc que Romy m'a fait dessus, c'est vrai qu'elle m'a littéralement chié dessus quand elle est sortie de moi. Ça nous fait toujours rire, mais littéralement. Mais effectivement, ils ont dit que elle s'est détendue. Je te jure, j'en avais partout. Mais voilà, le travail était compliqué et long. Et puis malheureusement, pour le CHU, ils étaient saturés. Mais globalement, je trouve que l'accouchement, j'ai pas eu un accouchement compliqué, ouais. Parce que j'ai eu une épisio, mais c'est quand c'est bien pris en charge, si tu veux. C'est le travail qui était compliqué. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Moi, je serais incapable. C'est à partir de là où j'ai dit jamais je ne pourrais. Et la nature est bien faite, en fait. C'est que, ouais, t'as je sais pas, une telle émotion quand on te pose le bébé sur le ventre, hein, que, oui, t'oublies assez rapidement. En fait, tu te souviens que c'est très douloureux. Mais la longueur, 36 heures, enfin, oui, tu oublies l'intensité, enfin, je sais pas, oui, il y a un truc qui est magique, qui se fait bien, qui efface quand même, ça efface de ta mémoire, ouais. Et donc, Mélanie ne veut pas. Pour le deuxième, s'il y a un deuxième, pour le moment, non. Déjà, moi, j'ai dit une, ça me va très bien. Ouais, c'est mignon, c'est parce que Mélanie, elle aime tellement Romy qu'elle pense ne pas pouvoir aimer autant un deuxième enfant. C'est en plus, c'est ridicule, mais... C'est étonnant comment Mélanie, tout de suite, Romy, elle l'a, mais t'es littéralement tombée amoureuse de ton enfant. Enfin, le lien s'est créé direct. C'est assez impressionnant, ouais. Enfin, tout l'entourage pourra le confirmer, mais Mélanie, c'est assez bluffant, ouais.
Mais même à devenir sensible, ça a complètement bouleversé le... Non, mais ta façon de sensible, ressentir. c'était le jour où j'ai été déclarée Romy et qu'on m'a annoncé que j'allais avoir 2 livrets de famille et que Romy pourrait pas porter mon nom. Là, j'ai éclaté en sanglots en rentrant dans la maternité. En fait, on avait dit, moi je m'appelle Gardin, c'est le nom marital, mon nom marital, du coup, c'est le nom de famille de Mélanie. Et on s'était dit, en plus, comme ça, quand j'accouche, vu que j'ai changé de nom, je m'appelle Gardin, Romy, elle s'appellera Romy Gardin. Comme moi. T'es sûre de nous là-dessus, sur ce coup-là? On s'était dit, le temps que t'adoptes, au moins, tu porteras le même nom que Romy. Et en fait, non, juste dans le cas où on est 2 femmes mariées, l'enfant peut pas prendre le nom... marital de la mère. Voilà, mon nom marital de la mère. Si j'avais été mariée à un homme, c'était possible. Même si t'étais pas mariée. Même si j'étais pas mariée d'ailleurs. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas possible. Donc effectivement, la déception était assez... juste après l'accouchement, c'était un peu... on est descendu de notre piédestal là-dessus. Donc en fait, Romy est la seule à porter mon nom de jeune fille, du coup, Egono. C'est loufoque, mais c'est comme ça. Et du coup, on a 2 livrets de famille. Ouais. Un toutes les 2 et un toi et Romy toute seule. On aura le droit que quand... 6 mois de Romy, il faut que je l'adopte. Donc je dois faire la démarche à partir de 6 mois, parce qu'il faut vivre 6 mois avec l'enfant pour pouvoir prétendre à l'adoption. Et après, ça peut faire 1 an, 2 ans de délai, le temps que le tribunal de Nantes... Je crois que c'est long en fonction des tribunaux et... Après, entre guillemets, notre dossier, ce qu'on appelle ça un dossier, mais notre dossier est plutôt bon, parce qu'on s'est mariés, on va pouvoir avoir des lettres, par exemple, toi, de la gynéco qui a dit que t'étais là à chaque rendez-vous de grossesse. Vu que le mariage pour tous s'est passé, tout le monde a pensé, ce qui est plutôt normal, que là-dessus, c'était réglé, quoi. C'était avec cette loi. Et en fait, non, la question n'est pas du tout réglée pour nous. Quelle part a l'homoparentalité dans ces relations? Je ne sais pas au juste, mais je m'interroge. Est-ce qu'une famille hétéro aurait-elle été d'un grand secours à une jeune lesbienne paumée? Est-ce que les familles hétéros se sentent comme nous, tenues à la perfection parentale? Cela dit en passant, l'homoparentalité sera entrée dans les mœurs le jour où les gays et les lesbiennes auront le droit d'être aussi mauvais parents que les autres. Ou quand les hétéros seront d'aussi bons parents que les homos? L'homoparentalité, c'est peut-être surtout le regard des autres, ou ce que nous en percevons, par une sorte de mise en abîme. Nous voyons la parentalité, eux, l'homo qui est en nous. Bien que l'homosexualité soit un fondement essentiel de notre identité, certes, nous sommes lesbiennes des pieds à la tête, jusqu'au bout de nos ongles rongés. Là je parle pour moi, car ceux d'Astrid sont irréprochables. Reconnaissons-le, à certains égards, nous sommes très lesbiennes, bien que nous ne soyons pas encore tout à fait végétariennes. Mais nous n'y pensons pas à chaque minute de notre vie. Nous avons aussi beaucoup d'autres préoccupations. À l'image de la plupart des homos, je suppose. Nos filles oublient le plus souvent que leurs mères chéries sont lesbiennes. Comme j'en jurerais, nos parents, nos amis, nos voisins, les gens qui nous côtoient au quotidien. Mais d'aucuns s'en souviennent pour nous, ceux qui nous regardent zarbi lorsque nous voyageons et nous demandent dans un mauvais anglais si nous sommes une vraie famille. Ou cette vieille dame du village qui, lorsque nous partons en Grèce pour plusieurs mois, se répand partout en disant que « Si, je vous jure, elles sont allées se faire incinérer ». Incinérer, rien de moins, pataquès savoureux, mais au goût un rien amer, alors que nous avions décidé peu de temps auparavant de cesser nos tentatives d'avoir un 3e enfant. Après une rapide recherche sur internet, j'en arrive à la conclusion que la mamie était sacrément bien renseignée, car il n'est pas facile de déterminer si la Grèce autorise l'insémination pour les lesbiennes. Il semble que oui, en tout cas, elle ne l'interdit pas. Quant à leur incinération, c'est probable. La dame nous voyait partis, nous faire inséminer, bien sûr, pas en route pour une formidable aventure familiale au cœur des mythes, des cités antiques et des garages automobiles peuplés de Cassandres machos qui plus d'une fois prophétisèrent la mort de notre pauvre vieux camping-car, à juste titre surnommé Tortue à roulettes dans l'intimité familiale. Ce sont les joies de l'homoparentalité. Extrait du livre « Elles eurent beaucoup d'enfants et se marièrent » de Myriam Blanc. Si ma partenaire était contre le fait d'avoir des enfants, ou tu vois, peut-être qu'après j'aurais fait différemment.
Moi, je pense que ça aurait été un sujet ça aurait pu être un sujet de séparation, ouais. Pas toi? Je ne me voyais pas vivre Après, sans... on voulait toutes les deux, mais après, Oui. quand t'aimes vraiment quelqu'un qui veut pas d'enfant, Du coup, soit à part le larguer, tu peux pas... Bah oui, c'est pour ça que je dis, moi, ça aurait pu être un sujet de séparation, ouais, je pense. On a bien fait de dire oui. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Enfin, j'ai toujours eu envie de porter un enfant, c'est ce que je disais avant. Donc, après, il fallait trouver la bonne personne avec qui avoir cet enfant, quoi. Mais ça, je n'arriverai pas à expliquer le pourquoi on a voulu un enfant. Je sais pas si ça se ressent, mais... Je sais pas si c'était inné, on avait envie d'une famille, on avait envie de materner et de... Ouais. Par contre, il n'y a aucun moment, il y en a une qui a voulu un enfant tout de suite et l'autre en se disant c'est trop tôt, tu vois. C'est vrai qu'on a eu envie de l'enfant au même moment. Ouais. Mais on aurait pu, tu vois. Après, moi, j'ai toujours aimé les enfants par rapport, comme j'étais animatrice avant dans les centres aérés, dans les clubs, etc., avec les gamins. Ma sœur a eu des enfants très rapidement. J'ai 2 neveux et une nièce. Et du coup, j'ai élevé aussi un peu mes cousins avec ma mère qui les gardait tout le temps. À jouer avec eux, à rigoler avec eux, à vivre avec eux. Et moi, j'ai toujours voulu avoir un petit chou. C'est mignon. Et oui. Et de toute façon, c'est pas remboursable, donc en fait, là, on le garde. Hein. Je pense que... Enfin, heureusement, en fait, oui. Et déjà, ils vont me détester pour m'écrire. Non, je pense qu'en fait, c'est ça. Il n'y a pas aucune explication rationnelle, en fait. Je pense que ça se ressent. Enfin, ouais. Peut-être quand t'es aussi gamin, toutes les filles jouent à la poupée. Après, moi, je pense plus quand ma sœur a eu Yanis, le petit, et je me suis dit, ma sœur, elle est plus jeune que moi, elle a déjà un bébé. Après, elle a eu le 2e, elle a eu le 3e. Ouais, toi, c'est ta sœur plus qui t'a donné cette envie, tu penses, ouais. Enfin, où t'as ressenti son désir. Ouais, peut-être. Je sais pas trop. Je sais pas, ouais, effectivement, ça s'explique pas. Je sais pas. C'est pas facile à expliquer. Moi, je pense moi, j'avais envie d'une vie de famille, comme... Tes parents ont fait avec toi. Ouais, voilà, tu vois. Parce que, alors oui, on s'est engueulé avec mes sœurs et tout, mais enfin, toi, parfois, il y a des disputes dans une famille, ce qui est normal. Mais j'avais envie de cette vie de famille, là, où tu pars en vacances, où tu te fais des repas de famille, où tu fais tes anniversaires, où tu as cette routine. Le soir, on est tous autour de la table. J'ai tellement de souvenirs des repas le soir, quand papa rentrait du boulot, tu vois, et qu'on était en plus très compliqué à manger, donc maman faisait 4 plats différents pour satisfaire tout le monde, et c'est vrai qu'on mangeait tard, parce que vu que mon père bossait beaucoup, maman voulait quand même qu'on voit notre papa, enfin tu vois, toute cette vie de famille, en fait. Moi j'avais vraiment envie de ça, du coup, oui. Je sais pas quand, mais voilà. Moi c'est ça qui m'a donné envie d'avoir un enfant. C'est de reproduire cette vie de famille. Après, pas à l'identique, hein, parce que du coup, c'est bien là l'intérêt. Enfin, toi, il peut y avoir une famille, ça peut être une mère et son enfant, ça peut être un père et son enfant, ou deux mères, deux pères, enfin oui. Les familles recomposées, ma sœur, c'est une famille recomposée. Ça qui est bien justement, c'est la diversité. Et moi, j'aimerais bien adopter. J'ai dit, même si on n'a pas le 2e porté, j'aimerais bien adopter. Ah ouais, moi j'adorerais, ouais. Alors ça, oui, on en avait parlé aussi, quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai toujours eu envie d'adopter. Enfin, j'en parlais même petite à mes sœurs, à mes parents. Enfin, oui. Après, je sais qu'on s'était renseigné et que c'était encore plus compliqué pour un couple homosexuel. Ouais. Donc, ça nous avait un petit peu refroidi. C'est un peu dommage parce que vu le nombre d'orphelins qu'il y a dans le monde, ce que je veux dire, c'est que la PMA, c'est pas possible pour tout le monde, dans le sens où c'est un budget. Et puis quand c'est un budget, et si t'as pas le budget, enfin, ça peut vite monter, quoi, au niveau. Du coup, c'est pas ouvert à tout le monde peut pas se permettre de. On a fait 3 inséminations, d'essayer autant de fois. Donc du coup, l'adoption, ça pourrait être une solution tellement évidente pour un couple qui a envie d'avoir un enfant. Nous, la chance, c'est qu'on soit 2 femmes, et du coup, oui, en plus, c'est possible, mais 2 hommes, la PMA, ça va pas trop les aider, quoi, à part l'adoption, une mère porteuse qui coûte 100 000 €, je crois, aux États-Unis. Ouais. Je sais pas si ça a évolué. Je sais qu'en fait, je crois que tu as une fiche par pays, en fonction de l'origine de l'enfant.
Et chaque pays émet en fait des souhaits pour les futurs parents adoptifs. Et du coup, tu as des pays qui refusent des familles homoparentales. Oui, non mais ça, et je crois que... Il n'y en a pas beaucoup. Du coup, c'est très... Voilà, c'est très très restreint. Et du coup, vu que c'est très très restreint, du coup, ça devient très rare. Et du coup, tu as une liste d'attente qui est... Ça peut jamais avoir lieu finalement. Après, moi, j'avais quand même un désir de porter l'enfant. En fait, j'aimerais, idéalement, dans la famille idéale, les deux. En fait, un enfant, Romy, et puis un enfant adopté. Et si Mélanie veut porter un enfant, bien sûr, voilà, un enfant... un enfant porté par Mélanie, mais... Dans l'idéal, que Faustine accouche, adopté, et moi, je n'accouche jamais. Bon, voilà, l'idéal pour Mélanie a changé. Ça n'est plus forcément un enfant porté par elle, mais... Juste pour ça, je suis heureuse d'être lesbienne. Ouais, idéalement, les deux. L'héritage et la transmission. C'est un vaste débat, ça. Ouais. L'héritage, je vois quelque chose de matériel, et transmission, je vois quelque chose au niveau des valeurs plutôt. Du coup, l'héritage, effectivement, quand tu as un enfant, tu veux juste que quand tu sois pas là, lui aille bien au niveau matériel que la vie impose, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc, effectivement, oui, tu aimerais bien laisser quelque chose à ton enfant. Et au niveau des transmissions, oui, moi, c'est ça qui me fait le plus peur, je pense, maintenant d'avoir un enfant, c'est au niveau de l'éducation. Est-ce qu'on veut lui transmettre? Est-ce qu'on veut, ce qu'on veut lui inculquer, tu vois, Moi, je crois beaucoup en la gentillesse dans ce monde, donc je veux absolument, tu vois, lui inculquer ça, la gentillesse, qu'en fait, tu gagneras toujours à être gentil. Même moi, du coup, je pense que ma mère a souvent eu peur parce que j'étais trop gentille à me faire avoir. Oui, il y a dans un monde de bisounours souvent, Faustine. Mais oui, mais je reste persuadée que c'est la solution. C'est la solution à beaucoup de choses. Donc, toi, ça, ce genre de transmission, moi, ça m'importe beaucoup pour Romy. La tolérance, l'ouverture, bon, voilà, on a beaucoup de valeurs à transmettre. Mais oui, ça, c'est important pour moi. Je pense toi aussi, t'as des valeurs à transmettre à Romy. Oui, après, elle aura sa personnalité, et puis on fera avec parce que ça sera notre fille. Mais oui, après, transmission, héritage, oui, moi, ce qui me fait le plus peur depuis que Romy est là, c'est qu'il nous arrive un truc, tu vois. Enfin, depuis que, tu vois, je parle le matin au travail, je pense à quand je vais revenir au travail, enfin, du boulot et puis la voir, et j'ai peur qu'il m'arrive un truc sur la route et que je la revoie plus, tu vois. C'est vrai que tu m'en parles de ça. Ouais. Alors qu'avant, j'avais jamais cette peur de dire je peux mourir. Et depuis que Romy est là, j'ai trop peur de mourir, tu vois. Je me dis, putain, peut-être je pars, j'ai dû revoir ma fille et je reviendrai plus, quoi. Genre avant, ça m'arrive de faire des terreurs nocturnes. Avant, c'était sur moi. Oui. Tu vois, genre quelqu'un m'étouffe, je suis un peu claustro sur les bords. Quelqu'un m'étouffe, etc. Et apparemment, la dernière fois, j'ai fait une terreur nocturne, mais c'était que quelqu'un s'en prenait à Romy, tu vois. J'ai même plus rêvé qu'on me faisait du mal à moi. J'ai rêvé inconsciemment qu'on faisait du mal à ma fille, tu vois. Et pourtant, c'est inconsciemment, parce que je m'en souviens plus, tu vois. Mais tu t'en souviens pas de tes terreurs. Au secours, on m'étouffe. Et là, c'était au secours, laissez-la tranquille, tu vois. Oui, t'as déporté ton inquiétude sur Romy, ouais. Peut-être que je l'aime vraiment. En fait. Ça, on n'a pas de doute. Moi, j'ai des doutes parfois si je fais bien les choses, en fait. C'est plus ça en tant que parent. On connaît pas. Donc, si la question est là, oui. Et puis, le bien-être de l'enfant, quoi. Donc, c'est... On s'est dit qu'on ferait à l'instinct, oui. On fait beaucoup à l'instinct, de toute façon, mais... Être parent, c'est pas inné, tu t'apprends au fur et à mesure d'être parent, comment on fait nos parents, comment on fait tes parents, comment on fait les nôtres. Puis comment aussi la société a évolué et comment tu vois... Après, les questions, c'était plus on nous posait. Et si on l'ennuie à l'école en lui disant oui, t'as deux mamans. Après, moi, ça me pose pas trop de problème parce que, comme je dis toujours, t'as jamais attendu d'avoir deux mamans ou deux papas pour te faire emmerder à l'école, quoi. On t'a toujours emmerdé parce que t'étais roux, parce que t'étais gros, parce que t'avais des lunettes. Oui, mais il y a toujours un truc pour moche, parce que... Moi, ça, j'ai toujours un peu peur de ça, où je me dis qu'il faut qu'on soit vraiment blindé au niveau des remarques qu'on aura, ce qu'on en aura, et Romy aura des remarques, ça c'est sûr. Je me dis qu'il faut vraiment qu'on se blinde par rapport à ça, quoi. On se sécurise là-dessus.
est-ce que la question se pose parce qu'il l'aurait entendu à l'école, hein, et du coup, il se posera la question, ou est-ce que plutôt il faut en parler, justement pour anticiper les questions qu'on lui posera à l'école? C'est la vraie question est là. Après, il faut en parler ou montrer, tout simplement. Mes neveux, ils m'ont toujours connu avec des filles. Oui. Jamais ils m'ont posé la question de pourquoi t'es plus avec une fille qu'avec un garçon. Enfin, ils m'ont tellement vu, pas avec un homme et puis en tant que lesbienne. Jamais ils ont posé la question à leur mère, je pense. Ils ont peut-être posé, du coup, comment elle va faire pour avoir un bébé? Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas demandé. Je crois que ta sœur m'avait dit qu'ils ne savaient pas jamais demandé. Et t'as vu, moi, ma sœur, ses enfants, Lou et Noah. Enfin, Lou, on lui a expliqué ce qu'elle était. Elle était grande en plus, elle pouvait comprendre 10 ans. D'aller dans une clinique, etc. Et c'est Noah. Lui, il n'arrivait pas. Il a rigolé, il a dit, mais c'est pas possible. Il me voyait enceinte, il voyait le ventre et tout, mais il allait dire, c'est pas possible, je comprends pas. Voilà, donc, mais à rigueur, tant mieux, comme ça, du coup, on lui a expliqué, Émilie et Romu lui ont expliqué, mais oui, lui, ça sera comme, il comprenait pas comment c'était possible que je sois enceinte avec Mélanie. On lui expliquera comme on demande comment on fait les bébés, quoi. Oui, mais pas de tabou, c'est ce qu'on s'est dit. Elle me dit, si elle veut un jour, si on va à Barcelone, aller devant la clinique, et puis lui dire, voilà, c'est là où tout a commencé, on est venu dans la clinique, sans lui faire une visite complète du laboratoire, mais... Elle lui expliquer, ouais. Et c'est pour ça que je me reporte pas mal aussi sur les bouquins, parce que je me dis c'est déjà, en fait, en lui lisant les histoires, ça peut ouvrir... on lui dit, là, avec tes deux mamans. Ouais, mais de toute façon, ça, mais je mise beaucoup sur la pédagogie avec les bouquins aussi. Donc, déjà, on lui raconte déjà des histoires. Même si elle comprend pas, je trouve que Après, on cache pas les choses. Il y a un bouquin qu'on a acheté, c'est à quoi on joue avec papa et maman, tu vois. Oui, mais genre, parce que... c'est pas en mode caché, genre, il y a papa, du coup, on va le barrer, juste on va laisser maman, tu vois. Non, faut pas. À l'école, elle ira avec ses cousins, avec un papa, une maman. Et puis on n'est pas contre les papas, en fait. Hein. Oui, non, on n'a rien contre eux. Hein. Non, mais oui, au contraire. Ah oui, non, on n'est pas contre les papas. Voilà. Juste si moi, j'aime pas quand on me dit mais du coup, il connaîtra jamais son papa. Non, jamais son donneur. C'est pas le papa, en fait. Le papa, c'est celui qui éduque l'enfant. Là, c'est juste, il connaît pas Faustine. Il a donné son sperme, il a peut-être été payé pour donner son sperme. Mais c'est pas le papa, c'est le donneur. Je reprends souvent les gens dessus, j'aime pas quand on dit ça. Non, mais t'as raison, oui. Mais sinon, après, oui, effectivement, les papas nous dérangent pas. C'est qu'un bébé, c'est un homme et une femme, et qu'il y a d'autres moyens d'avoir un bébé. Ou comme aux manifs anti-PMA, etc., c'est directement, il va être sans papa, vous détestez les hommes, vous allez faire quoi sans les hommes? En fait, c'est pas qu'on déteste les hommes, c'est juste qu'on a décidé de... Enfin, c'est pas qu'on a décidé, d'ailleurs, on n'aime pas les hommes. Enfin, sexuellement, après, tous mes meilleurs potes sont des hommes, je déteste pas les hommes, je suis heureuse quand ils ont des enfants, etc. Mais juste pour moi qui n'aime pas les hommes amoureusement, il faut bien que je trouve un autre moyen, si je veux être maman, d'avoir un enfant. Tu sais, c'était comme le mariage pour tous, où on disait, oui, oh là là, de toute façon, en plus après, ils vont tous se marier, enfin, ça va être n'importe quoi et tout. Et puis après, en fait, t'avais une étude, ils disaient, en fait, ça sert à rien, il n'y a pas plus de mariage gay que ça et tout. Enfin, moi, j'avais vu ça, j'avais vu un reportage là-dessus. Non, en fait, c'est juste, avoir le droit, en fait. Aujourd'hui, maintenant, de personnes homosexuelles peuvent choisir de se marier ou non. Mais avant, en fait, elles n'avaient pas le choix. C'est qu'elles pouvaient pas. Là, c'est un peu pareil. L'enfant, c'est pouvoir avoir le choix. J'ai envie, j'ai pas envie, et puis voilà. Oui, parce qu'il y a plein de lesbiennes qui veulent pas d'enfants. Oui, voilà, et voilà, et puis comme des hétéros veulent pas d'enfants, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, deux personnes homosexuelles, si elles veulent un enfant, c'est plus compliqué. Les droits sont pas les mêmes. Ou célibataires, bien sûr. Qui veulent un enfant seul. Ça, le problème, c'est comme pour le mariage pour tous, là, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes droits. Ouais. En même temps, t'as toujours des gens qui manifestent. S'occuper de l'utérus des autres femmes et pour oui, mais t'en auras toujours contre un papa, une maman. T'auras toujours des réacs, mais j'avais l'impression que c'était positif, on évolue et tout, on fait passer les lois pour les homosexuels, les trans, etc. Enfin, tu vois, je me suis dit, la société évolue, et en même temps, non, parce que du coup, il y a plein d'agressions, il y a plus d'agressions. Tu vois, c'est juste ça, j'ai pas la réponse, c'est une interrogation que je me suis faite, c'est tout. Alors, donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est ça que je veux dire. Du coup, là, c'est les 4 dernières questions. Le fait d'avoir des enfants pour une femme elle est toujours encore un peu perçue comme révélateur de son identité de femme. Et est-ce que pour vous, on devient femme par la maternité ? Non, pas du tout.
Vas-y. Moi, je pourrais jamais dire par la grossesse parce que je l'ai pas vécu. Mais non, pas. Ouais, justement, ouais. C'est pas femme. Enfin, je me sens plus mature, moi, depuis la maternité. Mais femme, non. Plus mature, oui, parce que je fais plus attention avec la petite. Je me sens responsable. Calme, je me sens responsable, voilà. Mais pas plus femme, non. J'étais un enfant et elle m'a fait devenir plus responsable. Non, moi je me sens pas plus femme depuis que j'ai été enceinte et depuis que j'ai remis, pas du tout. Je sais même pas ce que ça veut dire devenir plus femme. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Non, je sais pas, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez faites différemment ? Moi aussi, je pense que je me serais vraiment posé la question sur ma sexualité plus tôt. Moi, j'ai vraiment aimé Romain, mais moi, si c'était à refaire, je resterais pas avec Romain 11 ans, enfin, tu vois. Je pense que oui, voilà, c'est mon plus gros, ouais, ça serait mon plus gros regret. Aussi vis-à-vis de Romain, quoi, qu'il soit libre plus tôt, lui aussi, ouais. En fait, moi, j'avais beaucoup de doutes, et même, en plus, j'en parlais avec Romain à l'époque, si tu veux, puis voilà, j'avais eu des petits coups de cœur pour des filles, mais sans me dire que c'était vraiment réel. Tu vois, si c'était à refaire, je m'écouterais un peu plus. Je pense que j'affronterais un peu plus aussi voilà, le regard des autres. J'avais quand même aussi peur de me dire que j'avais des sentiments pour des filles, ouais. Donc si c'était à refaire, oui, je m'écouterais plus. Mais non, mais moi, je regrette rien. J'ai bien profité de ma vie. J'ai fait le métier de mes rêves, être animatrice dans les clubs. Pas qu'avec les enfants aussi, c'est ça aussi qui est intéressant, avec les adultes. Être payé à jouer à la pétanque. Tu t'es bien éclatée. Non, je me suis bien éclatée, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent ? Je sais pas, profitez de la vie. Si vous avez des projets d'enfants, n'hésitez pas, foncez même si vous êtes célibataire, même si vous avez 40 ans. Bon, oui. N'hésitez pas. Et puis à contrario, si vous n'en avez pas, vous forcez pas. Parce que, non, mais c'est vrai. Ne vous forcez pas à être mère si vous n'avez pas envie. Ouais. Pas juste parce que la société fait un schéma classique de vie, quoi, mais toi, genre boulot, famille et tout. Ouais. Et enfin, dernière question, est-ce que vous êtes épanouie ? Ah oui, ouais, complètement, ouais. Je suis épanouie. Après, il y a un projet, mais je t'en ai déjà parlé. Un jour, j'aimerais bien quitter mon entreprise et qu'on monte quelque chose, un projet ensemble. Toi, qu'on devienne entrepreneur. Ouais. Ça, c'est un truc. Je pense qu'en épanouissement professionnel, ça doit être quelque chose d'assez fantastique, tu vois. Et moi, j'aimerais bien partir. Peut-être je me sens épanouie parce que là, ouais, en tant que femme, en tant que mère, en tant que, tu vois, là, c'est l'éclat. Après, là, le boulot, moi, je l'ai pas repris depuis octobre, donc bon, je suis un peu déconnectée là-dessus. Mais je sais que j'ai toujours dans un petit coin de ma tête l'envie de créer quelque chose. Non, mais oui, moi aussi j'aimerais bien, mais là j'aime tellement mon métier, du coup ça me passionne, donc je sais pas trop. Mais si, moi par contre, j'aimerais bien un projet genre avec la petite, et j'attendais que le faire avec la petite, et puis toutes les trois, genre de partir, mais Faustine, enfin pas qu'elle déteste, mais ça lui fait peur de prendre un van et partir à l'aventure dans le van toutes les trois. Même pendant 1 an, ça serait mon rêve, ça. Ah, plus un camping-car. Pendant 1 an en van, non pas camping-car, on peut pas s'arrêter n'importe où. Mais si, mais moi je suis plus camping-car, ouais. Du coup. T'as toujours eu un côté bof, toi. La France Carnesse. Avec Patrick Sébastien à fond, on y va. Et si toi aussi tu écoutes l'album de Patrick Sébastien en boucle dans ton camping-car, bah épouse ma meuf. C'était Môme de Laura Bois. Merci à Faustine, Mélanie et Romy d'avoir participé à cet épisode et d'avoir patienté pour sa sortie. Tu peux les retrouver sur Instagram @momiesandromy. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, 3 moyens de soutenir le podcast. Partage-le autour de toi ou sur les réseaux sociaux, commente-le, note-le ou abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, tu peux donner même 1 € pour soutenir le podcast financièrement grâce à ma page Tipeee. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire sur un épisode court ou long.
Et tu peux me retrouver sur Instagram @mom_podcast ou par mail mompodcast@gmail.com. À bientôt. Et toi, t'en veux des mômes ?